Imaginez deux voisins. L'un, avec un portefeuille qui grossit à chaque nouveau projet, l'autre, contraint de faire les fonds de tiroir pour la moindre dépense. C'est un peu l'image, caricaturale certes, des relations financières entre nos communes et leurs intercommunalités. Mais comment en est-on arrivé là? Et est-ce vraiment si déséquilibré? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des mécanismes financiers de l'intercommunalité, en explorant l'origine d'un malentendu, la loi Chevènement, en voulant simplifier, a créé un déséquilibre structurel, attribuant des ressources dynamiques aux intercommunalités et laissant les communes avec des budgets de plus en plus contraints. Et nous verrons pourquoi, malgré cela, les communes s'accrochent à leurs compétences. Revenons en 1999, avec la loi Chevènement sur le renforcement de la coopération intercommunale. Son objectif était clair, mutualiser les moyens, rationaliser l'action publique locale et favoriser le développement des territoires. Mais au-delà de l'organisation administrative, c'est sur le plan financier que des mécanismes fondamentaux ont été mis en place. Avant 1999, la taxe professionnelle, TP, était une ressource majeure pour les communes, un quart de leurs recettes. Une ressource dynamique, qui augmentait avec l'activité économique sur leur territoire et en plus un impôt sur les stocks d'outils de production en constante évolution. La loi Chevènement a transféré cette TP aux intercommunalités. L'idée était de leur donner les moyens de mener des politiques de développement économique à une échelle plus pertinente que la seule commune. En contrepartie de cette perte de ressources pour les communes, la loi prévoyait le versement par l'intercommunalité d'une attribution de compensation. Et c'est là que réside le nœud du problème. Si la TP était une ressource dynamique, l'attribution de compensation, elle, a été figée dans le temps, alors que les charges des communes continuent d'augmenter. Avec le transfert de la taxe professionnelle, qui sera remplacée par plein de nouvelles taxes en 2010, les intercommunalités se sont retrouvées dotées de ressources financières puissantes, et surtout, évolutives. Cette fiscalité économique ainsi que d'autres taxes comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constituent des sources de revenus significatives pour les intercommunalités. Leur croissance est liée directement à l'activité économique et démographique du territoire. Bien que les intercommunalités aient leurs propres charges de fonctionnement, elles ont bénéficié de l'appui de l'État qui leur a versé des dotations nouvelles. Par ailleurs, elles sont les interlocutrices privilégiées pour capter des subventions européennes ou nationales pour des projets d'envergure. Cette combinaison de ressources dynamiques et de soutien massif de l'État et des autres collectivités leur confère une forte capacité d'investissement. C'est pourquoi nous voyons émerger des équipements intercommunaux modernes et coûteux, des piscines olympiques, des parcs d'activités innovants, des réseaux de transport en commun ambitieux. Des projets souvent inaccessibles pour une commune seule. Pendant ce temps, la situation des communes est tout autre. Elles ont beau être la strate de proximité, celles qui gèrent le quotidien de nos vies, leurs marges de manœuvre financières se réduisent comme peau de chagrin. En cédant la TP, elles ont perdu une manne essentielle. L'attribution de compensation, figée, ne permet pas de suivre l'inflation ni l'augmentation des coûts des services publics. Les communes conservent des charges essentielles et en constante augmentation, entretien de la voirie communale, école, coût de l'énergie, personnel, etc., petite enfance, action sociale de proximité, police municipale. Des charges qui ne cessent de croître, sans que les recettes ne suivent le même rythme. Face à cette situation, la seule variable d'ajustement qui reste aux communes est souvent l'augmentation des impôts locaux, taxes foncières sur les propriétés bâties, taxes d'habitation résiduelle pour certaines résidences secondaires. Une option politiquement difficile et qui pèse directement sur le pouvoir d'achat des habitants. Cette situation conduit à des tensions financières structurelles. Les communes sont constamment en quête d'économie, parfois au détriment de l'investissement ou de la qualité de certains services. Si la situation financière des communes est si tendue, pourquoi ne transfèrent-elles pas davantage de compétences aux intercommunalités, qui, elles, semblent avoir les moyens? Explication numéro 1. Les équilibres politiques internes à la municipalité. La gestion de certaines compétences, comme les écoles, la voirie locale, les parcs, est souvent perçue comme le cœur de l'action municipale. C'est ce qui crée le lien avec les citoyens, ce qui permet à l'équipe municipale de montrer concrètement son action.
Transférer une compétence, c'est en quelque sorte perdre la main sur une partie de l'identité et de l'action de la commune. Cela peut être mal perçu par les électeurs et les élus eux-mêmes. Des élus locaux voient dans le maintien des compétences un levier de pouvoir et de visibilité. C'est le maire qui inaugure l'école, qui décide de la réfection de la route. Perdre cela, c'est diluer son rôle. Explication numéro 2, refus des plus petites communes de se voir manger par le gros. Dans les intercommunalités, il y a souvent une commune-centre, plus grande, plus peuplée, plus riche. Les plus petites communes craignent d'être absorbées, de perdre leur identité et leur voix au sein de l'EPSI. Le transfert de compétences peut être perçu comme une perte d'autonomie, une subordination à des décisions prises par une entité jugée lointaine ou dominée par la commune-centre. Le transfert de compétences est souvent perçu comme une perte d'autonomie, une subordination à des décisions prises par une entité jugée lointaine ou dominée par la commune-centre. Il y a une dimension affective et historique très forte dans l'attachement à la commune, le premier échelon de la démocratie locale, un repère essentiel pour les habitants. En somme, la loi Chevènement, avec ses bonnes intentions de rationalisation, a involontairement façonné un paysage financier local où coexistent des intercommunalités aux ressources dynamiques, capables de grands projets, et des communes au budget structurellement tendu, assurant le quotidien avec des marges de manœuvre réduites. La thèse est claire, le transfert de la taxe professionnelle, une ressource évolutive, aux intercommunalités, en échange d'une attribution de compensation figée pour les communes, a créé un déséquilibre fondamental. Ce déséquilibre est exacerbé par la résistance des communes à transférer plus de compétences, pour des raisons autant politiques et identitaires que pratiques. Il ne s'agit pas de diaboliser l'intercommunalité, dont l'utilité pour certains services et projets d'envergure est indéniable. Il s'agit plutôt de prendre conscience de ces déséquilibres financiers et des tensions qu'ils génèrent sur le terrain. Comment repenser cette architecture pour garantir la vitalité financière de toutes les strates de nos collectivités ? Comment concilier l'efficacité des grands ensembles avec la proximité et l'identité de nos communes ? C'est un défi majeur, complexe, mais essentiel pour l'avenir de nos territoires. Qu'en pensez-vous ? Ce déséquilibre financier vous semble-t-il juste ? Laissez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus d'analyses sur nos territoires.